Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis entrepreneur et je mets tout mon cœur et mon énergie au service d'un monde plus conscient et plus humain. On traverse une période difficile. Tout se transforme, les crises s'enchaînent et tout le monde se sent un peu perdu. Pourtant, derrière ce chaos, j'y vois une promesse, celle de l'émergence d'une nouvelle civilisation. Et pour cette deuxième saison, je suis très heureux de collaborer avec We Are One, la communauté des leaders engagés à faire émerger une civilisation consciente et juste. Ensemble, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui transforment les modèles existants, qui façonnent le monde de demain et qui rayonnent autour d'eux pour t'inspirer et t'aider à trouver ta voie. Alors, prêt à changer d'air ? Bonjour Carole. Salut Clément. Merci de me recevoir chez toi pour ce nouvel épisode. C'est la deuxième fois qu'on tourne un épisode avec Carole. Je suis content parce que sur cette deuxième saison, je t'avais peut-être raconté, mais on va essayer de se projeter sur la partie sociétale, sur ce qu'on peut, sur le long terme, sur ce qu'on peut imaginer, pourquoi on peut avoir confiance. Et tu me l'as dit, toi, tu es autrice de récits d'anticipation, facilitatrice de moments collectifs, mais je sais que tu as beaucoup travaillé sur cet aspect récit, imaginaire. Et donc, je me réjouis de pouvoir creuser toutes ces questions d'utopie qui peuvent paraître un peu folles, un peu de rêveurs pour le monde. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'elles sont hyper clés. Est-ce que tu peux juste nous dire qui tu es avant de lancer toutes ces questions-là ? Alors, je suis super contente d'être là. Chez moi, c'est très sympa de répondre à tes questions en étant les pieds dans mes pantoufles. Moi, je me définis souvent comme une chercheuse, ou plutôt une cherchante, parce que je suis pas chercheur, donc pas chercheuse, pas scientifique, mais une cherchante. Voilà, toute ma vie a été faite de jalons qui se sont enchaînés, pas tellement de hasard, avec de la recherche. Et voilà, j'essaye d'avancer dans plus de conscience. Donc voilà, cherchante. Merci. On va beaucoup parler de récit. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un récit ? Alors, j'aime beaucoup une phrase d'Antonio Gramsci que cite très souvent Erwan Lecoeur, qui est un sociologue, et qui dit « On se rend compte que les batailles culturelles précèdent toujours les batailles politiques. » Ça, pour moi, c'est vraiment vraiment clé, c'est-à-dire la bataille culturelle. Alors, je vais te proposer de fermer les yeux et on va partir. Imaginons, il y a 60 ans, on est aux États-Unis. Donc, c'est pas du tout Trump, il se passe autre chose et on est dans un monde où tout est séparé. Donc, si tu n'as pas la peau blanche, tu peux pas aller dans les mêmes écoles. Tu peux pas aller dans les mêmes toilettes. Si tu prends le bus, il faut que tu ailles au fond du bus. Tu n'as pas accès aux fontaines ou aux différents services. Donc, on est dans un moment, malgré l'abolition de l'esclavage, 100 ans après, la loi autorise cette fragmentation, ou en tout cas cette ségrégation. Et les Afro-Américains n'ont pas les mêmes droits. Alors, il y en a beaucoup qui protestent. T'imagines la dureté de cette vie, donc il y en a qui protestent, qui agressent, qui protestent, qui font plein de choses. Mais quand on n'a pas la peau blanche et qu'on proteste, eh ben on a la grande chance d'être tué ou d'être emprisonné ou d'être agressé ou d'être arrêté. En tout cas, ça coûte cher. Et c'est comme ça donc il y a 60 ans, c'est pour ça que je retourne à peu près à cette période-là, un pasteur noir américain, militant des droits civiques et du combat pour l'égalité et la justice aux États-Unis, Martin Luther King, pour ne pas le citer, avec d'autres compagnons de route, évidemment, on ne peut pas faire ça seul, refuse viscéralement cette injustice. Donc ça veut dire qu'il s'engage dans des marches pacifiques, des discours, des actions pour changer les lois et obtenir l'égalité. Et c'est comme ça qu'ils ont fait qu'un jour, c'était en 63, devant 250 000 personnes à Washington, Martin Luther King commence par « I have a dream ». J'ai un rêve. J'ai le rêve d'une autre société. J'ai le rêve où les enfants auraient la possibilité, indépendamment de la couleur de leur peau, d'avoir une autre vie, d'avoir accès aux mêmes chances. J'ai le rêve qu'on puisse vivre ensemble. Tu te rends compte combien c'est culturel, quoi, combien on est vraiment dans une espèce de
schisme, quoi, et qui fait qu'à un moment donné, est posée l'idée qu'on peut vivre différemment. Alors, il y a eu ce discours, il y a eu beaucoup d'autres choses, mais grâce à l'ensemble de tout ça, les lois ont fini par changer. Et en 64, donc c'est pas bien après, ce discours, la loi sur les droits civiques pose le mot interdit la ségrégation. Ok. Alors après, le combat, il n'est pas fini. Toujours pas fini, d'ailleurs. Surtout quand on pense aux États-Unis, il est loin d'être fini, et il est loin d'être fini dans le monde. Mais tout ça pour dire que ça donne vraiment la matière de ce mot de Gramsci. On se rend compte que les batailles culturelles précèdent toujours les batailles politiques. Et c'est vrai que le fait de pouvoir se rendre compte qu'on n'adhère pas à quelque chose et qu'on veut autre chose et qu'on commence à voir ce qu'on veut, alors le changement est possible. Ça, c'est un récit passé. Mais on peut avoir le même récit pour demain. C'est-à-dire que pour demain, de poser que certaines choses qu'on fait aujourd'hui ne sont plus possibles parce que c'est pas ça qu'on veut vivre pour demain. Et donc, là encore, c'est culturellement qu'on va s'associer à plusieurs pour faire rentrer ça dans la tête de gens et pour qu'à un moment donné, la politique s'en empare. Là, évidemment, je pense au mariage homosexuel, par exemple, qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était impensable avant. Et donc, il y a eu culturellement plein de choses qui se sont dites, passées. La politique a fait son job. Et après, il y a eu un peu de grincement de dents. Mais aujourd'hui, c'est plus de ça dont on parle dans l'hémicycle. Si jamais on parle dans l'hémicycle. Donc, on voit vraiment que ce mécanisme du récit, il a eu lieu et il aura encore lieu. Je vais finir sur une citation de quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, qui a fait un très bon document pour l'ADEME et qui dit « L'imaginaire, ce n'est pas seulement, comme on peut le croire, la fiction, le rêve ou l'illusion. C'est aussi, d'une certaine manière, comme le système racinaire des sociétés humaines. C'est-à-dire l'imaginaire serait un système racinaire à partir duquel on peut ériger de nouveaux arbres, de nouvelles plantes, de nouveaux designs verts. Donc voilà, c'est vraiment très important de ne pas voir l'imaginaire uniquement comme des histoires pour enfants. Ouais. Ça me touche ça m'a fait des frissons déjà l'histoire de Martin Luther King. J'espère que vous avez fermé les yeux. Et ce que tu vas dire sur l'imaginaire, j'ai plein de trucs à rebondir. Je le partage tellement et je suis de plus en plus sensible à ça, à ce qu'il y a au fond de nos cœurs, de notre croyance. Genre, tu vois, l'histoire de on fait jamais assez attention à ses voisins. Elle crée pas la même société que l'histoire de, en fait, on est tous là pour construire le monde. Enfin, ce truc d'imaginaire et bon, la religion elle a plein de problèmes, mais si déjà on te répète toute ta vie aime ton prochain comme toi-même, c'est pas le même imaginaire que quand t'as pas du tout ce message-là, quoi. Donc je partage et je pense qu'à travers, c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode, c'est qu'en effet, en changeant les récits et les imaginaires, on change notre futur de façon trop forte. Alors, attention, parce qu'il serait vraiment, pour moi, très dangereux de penser qu'il faut un nouveau récit. On entend beaucoup le nouveau récit ou un nouveau récit. Ouais. Ah là là. Moi, j'ai beaucoup appris avec des personnes qui ont fondé l'Institut des futurs souhaitables. Et j'aime beaucoup cette idée, il y a des futurs. Ouais, ok. Tu ne souhaites sans doute pas la même chose que moi. Alors maintenant, si on parle d'un grand projet de société, on va peut-être avoir des projets qui se rapprochent, mais c'est vraiment important de garder du pluriel, parce qu'autrement, on retombe dans l'opposé de la démocratie. Le dogmatisme aussi. Ouais. Évidemment. Donc je m'érige contre le grand récit qui serait celui d'un demain meilleur, mais par contre, trouver chacun en soi quel serait le récit, ou en tout cas quelles sont les idées auxquelles on a envie de donner du temps pour faire advenir autre chose, ça j'y crois. Et c'est beau parce que dans ce que tu as dit dans Martin Luther King, ça m'a particulièrement fait des frissons parce que c'est un I have a dream, pour lui c'est un rêve d'imaginer que des enfants blancs et noirs puissent jouer en même temps. Donc c'est tellement délirant à imaginer. Et ce dont on avait discuté au téléphone, c'est que ça montre aussi que justement les fameux récits, les rêves qu'on peut avoir, ils peuvent paraître complètement fous aujourd'hui, parce qu'à l'époque de Martin Luther King, je pense que si t'arrivais dans la rue et tu disais vous pensez qu'un jour les blancs et les noirs seront dans le même bus, jamais de la vie, c'est impossible, quoi. Et donc, comme t'as dit, c'est pas que Martin Luther King qui a fait un rêve un jour, mais c'est le fait de dire ça, c'est mon imaginaire et ça, c'est un des récits que j'ai envie de voir advenir. Ça change le monde de façon trop forte. C'est clair. Et moi, l'exemple,
C'est clair. Mais quand on regarde le monde dans lequel on vit, tout n'a été qu'utopie au démarrage. Le type qui prend la parole devant une telle assemblée avec un tel engagement politique et qui dit j'ai un rêve, ça paraît dingue. Ça paraît dingue. Mais quand on voit le monde dans lequel on vit, la sécurité sociale, la semaine des 5 jours, alors quand on voit le nombre de gens qui travaillent encore dans le monde avec aussi peu de justice et de conditions humainement confortables, c'est le nombre d'utopies dans lequel on vit, quoi, le droit de vote des femmes. Ouais, c'est fou. T'imagines, à un moment donné, alors les femmes, elles ont voté en France jusqu'à la Révolution, tu vois, ça a existé, mais on était dans un moment où c'était no way, quoi. C'était no way. C'était les hommes qui décidaient. Et à quoi. l'Assemblée, on disait, mais vous êtes fous, vous vous rendez compte de ce que ça vous faut leur dire si les femmes votent? Et ça a été proposé dans les années 18-19, et puis ça a été reproposé, c'était indéfiniment pas au goût du jour, quoi. D'un coup, en 44, ça y est, ça passe, quoi. Mais c'était une utopie. C'était vraiment... je reviens sur ce sujet de la sécurité sociale. C'était une utopie. Moi, ça a été une vraie révolution, une vraie révélation pour moi, le programme Les Jours Heureux. C'était... donc, il faut se voir, il faut imaginer ce qu'était... donc, plein de résistance dans une France occupée. Donc chacun résistait à sa façon, mais même dans les différents mouvements de résistance, tout le monde n'avait pas les mêmes envies, les mêmes convictions, ne résistait pas pour la même chose et tout. Et le 27 mai 1943, dans un immeuble, je crois que c'était à Paris, s'est réunie une poignée d'hommes et de femmes, de tous bords confondus, politiques, syndicalistes, de tous bords confondus. Du 27 mai au 15 mars 1944, ils ont réfléchi à ce que serait un autre idéal, dans une France occupée, un autre idéal, une autre vision, un changement radical pour émerger. Ils ont réfléchi à un programme en 2 chapitres. Chapitre 1, c'est comment on vire l'ennemi de la France. Okay. Évidemment. Important. France occupée, comment on vire l'ennemi. Et 2, mais après on vit comment ensemble. Alors qu'on s'est aussi déchiré entre nous, on vit comment ensemble. C'est incroyable. Donc, ce programme s'appelle Les Jours Heureux. Et c'est juste sidérant de voir tout encore dans notre système actuel de société en France, tout ce qui est issu de cette réflexion d'une poignée d'hommes et de femmes qui, pendant une petite année, a réfléchi à ça. Donc, tu te dis, ah ouais, ça a cet impact-là. C'est exceptionnel. Tu vois, ça c'est vachement concret, quoi. On parle pas... T'as des exemples de ce programme des Jours Heureux qui rebondissent? La sécurité sociale est issue de ça. C'est eux qui ils sont posés sur... C'est issu de ça. Le système de répartition de la retraite est issu de ça. La nationalisation d'un certain nombre de grandes entreprises pour avoir, donc sur l'énergie ou sur les transports, est née de ça. C'est juste dingue de se dire que des 80 ans après, notre France est encore issue de ce travail d'une poignée. Alors après, qui dit poignée, ils avaient des réseaux derrière. C'est comme Luther King, il n'a pas un rêve tout seul. Enfin, non. Je veux dire... Mais il a une vision qui partage aux autres et qui donne envie d'agir. Mais les autres participent de sa vision. Je veux dire, même lui n'a pas une vision tout seul, à mon avis. Je pense que sa vision, elle se renforce avec des gens autour de lui. C'est leur discussion, c'est leur confrontation, c'est leur discussion nuit et jour qui fait qu'il affine sa vision. Mais il l'aurait pas eu tout seul, probablement. Enfin, en tout cas, c'est ma perspective qui est de dire, en fait, ça marche que collectivement, quoi. Et là, c'était des têtes de réseau. Et donc, là, quand on dit aujourd'hui de la résistance, elle est née à ce moment-là. Parce qu'avant, il y avait des résistances. Donc, c'est vraiment l'abolition de l'esclavage. Là encore, un exemple concret. T'imagines, quoi, quand tu étais dans un monde de nantis, avec du personnel que tu payais pas, qui pouvait faire ce que tu voulais, comment faire émerger un monde où tout le monde ait des droits, quoi. Ouais. Donc ça, c'est une vraie utopie aussi, tu vois. Et aujourd'hui, tu te dis, mais c'est juste tellement choquant de voir encore des îlots d'esclavagisme résister, tellement ça nous paraît fou, quoi. Je suis d'accord. C'est assez puissant parce que, en gros, on t'a beaucoup décrit le fait de créer cette vision. Là, ils ont parlé pendant 1 an, et j'imagine qu'ils ont fait un peu des trucs concrets, mais ils se sont projetés dans c'est quoi le monde de demain.
Est-ce que est-ce que tu le fais personnellement aussi? Ce côté, c'est quoi mon utopie à moi dans ma vie pour dans quelques années? Enfin, est-ce que ça marche aussi à ce niveau-là, où je raconte mon propre récit dans 1 an, dans 2 ans, dans 20 ans, voilà ce que j'aimerais, et après les choses arrivent. Parce on a l'impression que c'est un peu magique. Genre dans le truc de Martin Luther King qui dit I have a dream, et que ou ceux qui font Nos jours heureux, je sais qu'il y a du travail derrière, mais rien que le fait de l'écrire, est-ce que c'est déjà l'énorme première étape? Je pense que c'est important d'avoir soi-même un ancrage, hein. Je pense que c'est important d'être soi-même, de ne pas être à la merci de ce qui arrive. Donc d'être en conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Donc ça, je pense que c'est important. Après, je ne crois pas du tout à la magie du récit individuel tout seul dans son coin, parce que ce que je voudrais... pas, ça va passer par des projets pour les enfants ou avec des enfants. Voilà, je pense que plus tu es clair, plus tu vas réaliser ce que tu veux. Maintenant, on ne parle pas d'utopie, là, on parle d'un projet personnel. Hein. Et je pense qu'il est important d'être clair sur un projet personnel. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de vivre à deux? Est-ce que j'ai envie de créer une famille? Est-ce que je me vois donner du temps pour quelle cause? Ouais, je pense que c'est super important d'être clair. J'appelle pas ça n'est pas une une utopie, Okay. et j'appelle pas ça un récit. Ok. Ça, c'est par contre avoir une intention dans ta vie, quoi. Ouais, ok. Même d'un moment, quoi. J'ai quoi comme intention? Je veux quoi de ce moment? Ça me paraît très clair, parce qu'autrement, t'es une espèce de feuille morte qui se balade au gré des personnes qui ont plus d'intensité ou plus des objectifs plus clairs que toi. Donc, tu te fais balader. Après, l'utopie, elle est pas tout à fait de ce niveau-là. Et pour moi, on l'atteint jamais seul. Hein. Encore une fois, je ne pense pas du tout que le discours qu'a fait Luther King aurait pu exister s'il n'avait pas été le fruit de ces nuits entières de discussion. Ils n'étaient pas tous d'accord. Dans la résistance, ils n'étaient pas du tout tous d'accord. Enfin, ils se sont fightés. Donc, c'est l'intelligence collective qui fait qu'à un moment donné, tu as une idée plus grande que toi. Hein? Il portait quelque chose qui était créé depuis tellement... qui avait commencé il y a tellement longtemps. Qui a été le fruit de tu vois, c'est un puzzle, quoi. Donc, il pose la dernière pièce du puzzle, tu dis, waouh, il a fait le puzzle. Non. Il a été un fédérateur, il a été comme dans toute autre utopie, quoi. Un Mandela, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, Nelson Mandela. J'ai été voir la prison dans laquelle il a passé 30 ans, ou je ne sais plus combien d'années, 30. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Politiquement et éthiquement, mais il avait lui aussi des compagnons de route, des compagnons avec qui il se fightait pour grandir intellectuellement, pour grandir. Puis tu résistes pas tout seul. Non. Tu construis pas une utopie tout seul, quoi qu'il arrive. C'est quoi le lien entre la culture et justement les imaginaires? Je pense que l'imaginaire est un véhicule pour aller pour générer un changement culturel. C'est très abstrait. J'allais te demander un exemple. Ouais. C'est-à-dire que je pense que d'aller écrire une histoire. Moi, j'ai eu la chance avec l'Institut des Futurs Scrutables, de coécrire les uchronies du podcast de Mathieu Baudin, Dites à l'avenir que nous arrivons. C'est quoi une uchronie? C'est un conte dans le futur. Donc, on se met dans 20 ou 30 ans. Et donc, j'interviewais des intellectuels qui avaient des idées sur des choses qu'on pourrait changer pour faire changer le monde dans lequel on vivait. Et donc, l'idée, c'est vraiment, à un moment donné, d'être hyper concret. Le récit permet d'emmener très concrètement. Donc, l'imaginaire est un véhicule pour trouver des idées, pour raconter l'histoire. Mmh. Mais le culturel, c'est l'ensemble de la couleur du tout, quoi. C'est par exemple, si on veut faire changer la vision des gens sur l'union de deux personnes, quel que soit leur sexe, c'est culturel. C'est pas de l'imagination, ça, tu vois. C'est culturel. Comment véhiculer cette idée que deux personnes qui s'aiment puissent faire famille? Et puis après, par l'imagination, on va soit écrire des histoires, ce que j'ai fait dans les uchronies, soit donner des exemples, soit... Après, c'est plein de supports qui peuvent porter l'imagination.
mais qui est vraiment au service d'un changement culturel dans une vision d'une chose, quoi. Ou d'un phénomène, ou d'un... Et ça me fait penser au phénomène un peu wokiste, où certains sont hyper choqués en disant encore un truc woke. Et c'est peut-être un peu là la culture qui, parfois peut-être maladroitement, mais dit en fait, nous, notre récit ou notre utopie, c'est ça. C'est un monde dans lequel les noirs et les blancs sont parfaitement égaux. Du coup, on va faire une Blanche-Neige noire. Ça, c'est donc un exemple là où la culture est un vecteur de l'imaginaire et tout. Mais du coup, la réaction parfois sociétale, c'est wow, c'est trop loin de notre récit à nous. On rejette complètement ce truc-là, quoi. Mais toutes les utopies ont été rejetées. Toutes les utopies sont rejetées. Il y a le monde grandit d'utopie en utopie, mais toutes les utopies ont été rejetées. Parce qu'il y a toujours beaucoup à perdre dans un certain nombre de clans. Son identité. Voilà, soit des gens au nom de croyances, soit des gens au nom du confort, ou au niveau de la... Enfin, il y a toujours des gens qui ont beaucoup à perdre dans l'avènement d'autres projets. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a du fighting à un moment donné. Il y a de la bataille. Tu vois. Donc la bataille, elle est culturelle, parce que une personne qui n'est pas pour le vote des femmes, par exemple, et une personne qui est pour, évidemment, il y a, tu vois, la c'est deux visions du monde qui s'opposent. C'est en ça que c'est culturel. Et puis tu vois, l'imagination, c'est le chemin. L'imaginaire, c'est le chemin qu'on va faire prendre à plein de relais, qui vont faire que progressivement, culturellement, une idée irrecevable peut devenir recevable. Alors, heureusement, c'est pas vrai de toute idée. Il y a des idées qui seront toujours irrecevables. Et des idées qui se mettent de plus en plus à être recevables. Ouais. Et ça me fait penser aussi cette histoire de la culture. En fait, je pense au film, parce que moi, c'est peut-être la culture qui, personnellement, va me plus marquer, ou aux livres, ou de rares peintures, mais tu vois, la santé mentale des hommes. C'est un truc qui n'existait à peu près nulle part dans les livres, dans les films, et là, depuis quelques années, on en voit de plus en plus, et donc ça crée un imaginaire dans lequel, en fait, et je vais même leur dire la santé mentale au général, mais où la santé mentale est quelque chose de beaucoup plus commun, quoi. Et ça passe aussi certainement par ça. Par les campagnes de sensibilisation, mais par la culture, par les livres, par les peintures, par tout ça, quoi. Alors, on est vraiment, pour moi, sur du culturel, là, plus que d'imaginaire, tu vois. On est vraiment sur, culturellement, il devient avouable de parler de santé mentale. Et l'imaginaire peut y participer par la sortie de certains livres, la sortie de certains films, certaines émissions. Tu vois, chacun y va de son format, va inventer, va mettre son imagination au service d'un format. Mais culturellement, on commence à se dire qu'une personne atteinte d'une maladie mentale n'est pas un fou qu'il faut enfermer et droguer pour le faire taire et se mettre à l'abri de lui. Progressivement, culturellement, on commence à intégrer l'idée que ce sont des gens qui ont une sensibilité autre, qui peuvent nous enrichir, qui peuvent nous amener autre chose, qu'ils ont non seulement toute leur place, mais qu'il ne s'agit pas pour nous de dire qu'ils ont leur place, c'est plutôt de comment faire alliance avec des gens différents et qui ont une autre richesse tout aussi importante dans ce moment qu'on vit. Merci beaucoup, Nancy. Je vais m'arrêter sur la culture, puisque j'avais envie de parler. T'as parlé tout à l'heure de la politique qui suivait ce qui se passe en fait, la culture. Et moi, j'avais un exemple des cigarettes, où on disait en fait les cigarettes sont devenues interdites dans les lieux publics. C'est un peu un contre-exemple, et c'est pour savoir si est-ce que c'est toujours les lois qui suivent le changement, ou est-ce qu'en fait, de temps en temps, la politique est capable de nous sortir des lois qui font un changement sociétal. C'est super intéressant. C'est vrai que je n'avais pas posé ça comme ça. La politique, là, je ne crois pas qu'elle ait été devant. Elle a dû répondre à un sujet de santé publique. Oui, c'est la santé. Oui. Tu vois, donc pour moi, elle est quand même... La politique, c'est un moyen. Elle suit globalement ce qu'on lui... Pour moi, c'est un moyen. Alors, quand je dis la politique, je parle de l'arsenal législatif et réglementaire. Par contre, quand tout le monde fait de la politique, enfin, tout est politique pour moi. Dès qu'on est dans la citoyenneté, on a des échanges qui touchent le politique. Mais l'évolution de la réglementation et du législatif
pour moi, il est souvent, voilà, là, pour moi, c'était pas une réponse à l'imaginaire ou à la culture. Oui, c'était Heu juste un... et il fallait d'ailleurs une révolution culturelle inverse, c'est-à-dire que de fumer n'était pas être émancipé, donc il y avait une révolution à faire. Mais là, pour moi, la politique, elle a dû répondre à un sujet de santé, ouais, de santé publique. Et donc, pourquoi la politique, c'est elle toujours qui va suivre le changement? C'est parce que c'est un moyen? Bah, déjà, on est dans une démocratie. Merci la vie. Merci. Déjà, on est dans une démocratie, donc ça veut dire que, c'est pas la politique qui nous impose normalement ce qu'on a à vivre, hein. On va aller mettre en voter pour des gens, heu, parce que la politique, c'est pas qu'au niveau national, c'est aussi au niveau local, c'est aussi, tu vois? Donc on va aller voter pour des gens dont les projets rencontrent notre vision du monde, hein, ou notre envie de vivre. Donc donc pour moi, c'est alors après, il y a des politiques qui se proposent, d'être devant et d'être en ligne de file devant, au niveau, pour certains projets sociétals. C'est pas forcément les politiques dont je me sens les plus proches, d'une part, et d'autre part, je suis pas sûre qu'elles soient toutes dans un mouvement démocratique. Mhm. Tu veux Voilà. dire quand un leader, un politique dit j'ai la solution, suivez-moi, ça fait moins... c'est moins logique quand en fait il dit j'ai entendu les besoins du peuple ou de ce qui se passe dans la société, donc je vais adapter le monde, nos Alors, lois. Et... j'ai la solution, suivez-moi. On n'est pas là sur... ça n'a pas d'impact politique. C'est la façon dont chacun va vouloir faire sa campagne pour qu'on vote pour lui. C'est du marketing. Tu vois. Ça, voilà. C'est pas de la politique, ça. Ouais, C'est du ouais. marketing. C'est comment je fais connaître mes idées, comment je fais connaître ma vision du monde, comment je fais connaître ma vision de la société et donc de la société idéale et ceux auxquels je contribuerai. Donc ça, pour moi, c'est pas du politique. C'est le discours des politiques pour qu'on se rallie à eux. Et il est évidemment important, puisque comme on est en démocratie et qu'on vote, ou en tout cas on a la possibilité de voter, qui dit possibilité de voter dit connaître un programme, connaître les idées de quelqu'un pour qui on va voter. Donc le marketing, il est obligatoire, même s'il est malheureusement souvent mensonger. Mais je pense aussi qu'ils ont C'est une autre grande... histoire. Et puis je pense qu'ils ont beaucoup d'impuissance, hein. Mmh. Le politique a des pouvoirs, mais il n'a pas tout pouvoir. Donc Quel type d'utopie on peut imaginer pour nous, pour le futur, là, en 2025? On peut être en France, mais tu peux nous parler. Je sais que tu as fait les uchronies et que tu travailles sur ces récits. Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement et même qu'est-ce qu'on peut visualiser? je ne sais pas répondre à ta question. Je vois plein de sujets, de thématiques à Ouais. partir duquel on pourrait développer des utopies. Après, c'est aussi très personnel. Moi, par exemple, il y a évidemment des utopies autour de quel équilibre de vie avec la Terre. La Terre avec un T majuscule, quoi. Mhm. Comment nous, petites fourmis, qui avons bien déséquilibré la maison, comment on peut vivre en rééquilibrant, en relaissant de la place à l'ensemble des habitants de la Terre. Donc là, c'est une utopie dans laquelle, dans, je sais pas, 100 ans, 50 ans, on vit en parfait équilibre, en parfaite symbiose Ouais. avec l'environnement. Ouais. C'est déjà exceptionnel. C'est une utopie qui remet en cause la carbo-économie, qui prend en compte les éléments du vivant, les animaux, les arbres, le végétal, le minéral, et qui dit comment on avance ensemble, plutôt que De façon comment vous harmonieuse. êtes au lieu de comment vous êtes à mon service. Je peux dire que c'est la première fois depuis très longtemps où je me dis que c'est possible que mes derrière petits-enfants, mes petits-enfants, ils vivent dans un monde où l'humain est en équilibre parfait et harmonieux avec la nature. Parce qu'avec ce qu'on vient de se dire sur Martin Luther King, sur le droit de vote des femmes, qu'aujourd'hui, imaginer un monde dans lequel on fait pas n'importe quoi et que la nature est pas au plus bas, ça me paraît impensable. Mais puisqu'en fait, on est plein, mais même quasiment au niveau politique, même si c'est pas encore pas du tout, les actions sont pas encore parfaitement faites en place, ce récit de on vit en harmonie, en fait, il est porté par un nombre de gens immense. En tout cas, Donc c'est pas oui. complètement fou en fait.
Une utopie, c'est forcément un peu fou, parce que c'est C'est vrai. waouh! Ouais, Ouais, c'est waouh. ça doit décoller la pulpe un peu quand même, c'est Ouais. waouh! Mais si c'est fort, qu'on s'y engage après, parce qu'il suffit pas d'avoir une utopie. Après, c'est que ce qu'on fait, comment on la nourrit, comment on la partage, comment on se bat pour, comment on la fait grandir, comment on en fait en effet une bataille culturelle, comment on fait changer le mindset pour des gens, pour progressivement, pour qu'à un moment donné, le politique soit devant quelque chose d'imposé, quoi. Mais voilà, en tout cas, moi, le lien, la façon d'habiter la Terre, pour moi, est un vrai sujet d'utopie. Mhm. La façon de transmettre, la façon d'accompagner nos jeunes à grandir est une autre source d'utopie pour moi. C'est comment faire de l'école une source pleine de ressources plutôt qu'un bagne obligatoire. Ça, pour moi, il y a... Et je dis pas qu'il y a des gens incroyables dans les écoles. Il y a des... J'en ai dans mon entourage, des profs des écoles qui donnent tout, des profs passionnants, bon, évidemment qu'il y a des gens chouettes. Pour autant, aujourd'hui, on a un système qui est quand même assez mortifère. Ouais, mais qui n'est pas dû aux gens et qui est dû au système. C'est un système mortifère, on est d'accord, et puis qui donne des mauvais pouvoirs aussi, et qui donne parfois des mauvaises règles aussi, parfois, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, il y a une vraie source d'utopie, quoi. Il y a aussi une vraie source d'utopie pour moi sur la réflexion sur l'argent. Je suis sidérée de voir encore, pour avoir eu une discussion il y a très peu de temps avec des gens d'un talent fou, d'une noblesse d'âme incroyable, d'une générosité incroyable, être dans une désestime de soi parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent ou parce qu'ils ne gagnaient pas ce qu'ils pensaient être assez d'argent. Je me suis dit, waouh, mais dans quel monde on vit aujourd'hui? Notre estime de soi dépend des nombres de zéros qu'on récolte. Mais c'est juste dingue. Ça veut dire qu'on confie à un système qui n'était qu'un système de troc au démarrage et qu'on a voulu simplifier. Notre valeur Et intrinsèque. on y met tellement de valeur que quand on n'en a pas ou quand on en gagne peu ou pas, à un moment donné de sa vie ou un peu plus longtemps, enfin, on peut avoir honte ou on peut avoir être vraiment se mésestimer, quoi. Bon, moi, j'ai eu des périodes de chômage dans ma vie. J'ai eu la chance, c'était pratiquement toujours moi qui avais décidé de ne pas prendre un poste, je sais pas quoi. N'empêche qu'elles ont duré plus longtemps que prévu. Et là, ça m'échappait bien. Et je vois le travail que j'ai dû faire sur cette vision de je gagne pas d'argent, je suis qui dans la société, quoi. Ça, c'est vraiment aussi un vrai endroit d'utopie, quoi. C'est revisiter le lien à la place de chacun. Et notre relation à l'argent on parlait des récits, tous les récits qui sont liés à l'argent. On a fait un épisode sur l'argent sur le podcast justement pour parler de ces sujets-là. Et j'avais trouvé ça très intéressant de dire c'est quoi vous votre récit interne à l'argent. Et certains vont dire l'argent c'est la liberté. Donc en fait tant que t'as pas d'argent tu te sens pas libre. Alors qu'en fait c'est pas ou l'argent c'est le pouvoir ou l'argent ou l'argent au contraire c'est dangereux. Et donc tu vois, et ce côté-là retrouver c'est quoi ce qu'il y a derrière notre petite tête au fond de nous, mais c'est pas facile en revanche. C'est pas facile de se dire je gagne pas beaucoup d'argent, je suis au chômage et c'est hyper ok parce que c'est pas le récit commun, je dirais. Non, c'est sûr. Moi, de toute façon, je pense qu'il faut pas se leurrer. Si on veut participer à plus grand que soi, donc un projet sociétal qui soit bon pour le collectif, et après chacun met ce qu'il veut derrière ces mots-là, je pense qu'il y a un vrai travail collectif et un vrai travail individuel. Et qu'on n'échappe pas aux deux. Le travail individuel, c'est à quoi je suis ligotée, quelles sont mes croyances, qu'est-ce qui m'aliène, qu'est-ce qui me tire vers le bas, ou plus simplement aussi, qu'est-ce que je ne veux plus vivre, à quoi sur quel sujet je laisse faire des choses avec lesquelles je suis fondamentalement pas d'accord. Tu vois, ok.
Déjà, ça, c'est une cartographie, quoi. C'est ou en tout cas un vrai travail de conscience. Et puis après, il y a, OK, sur quel sujet, moi, Carole, moi, Clément, je veux contribuer pour un monde qui ressemble plus à ce que j'ai envie de vivre, mais à ce que j'ai envie de laisser, parce qu'on est quand même que de passage. Et ça, après, ça permet de voir et de regarder. On n'est jamais tout seul en général, on est rarement tout seul sur une idée. Donc d'aller et là, c'est commence le tissage avec le collectif. Il peut y avoir une association, un groupe, un mouvement, on l'appelle comme on veut, un parti. Tiens, là, je suis pas d'accord avec tout, je pense pas tout comme eux, mais tiens, on a envie d'aller au même endroit sensiblement. Tu vois. Et là arrive la possibilité d'un engagement associatif, politique, ou dans une association. Après, on s'en fout. Juste, on est en mouvement. Mais ça veut dire partir de soi quand même. Si on veut être centré, si on veut pas être à la merci des idées de celui qui parle mieux que les autres, quoi. Tout à fait. Tu me disais en plus que quand je t'avais demandé qu'est-ce que on peut transmettre comme message à l'auditeur qui demande ce qui peut se faire, ou même, enfin, qu'est-ce que je peux faire moi pour transformer le monde ou faire avancer en tout cas, et tu m'avais dit que chacun avait un rôle en fait. Ah ouais. Ben, le rôle pour moi déjà, et que chacun doit choisir son rôle, c'est ça. Enfin, tu dois demander quel rôle je veux jouer là-dedans. Non, moi je commence déjà par qu'est-ce qui me gratte, qu'est-ce qui m'irrite, qu'est-ce que je ne veux plus. Moi je pense que ça part de là. Ok, c'est hyper intéressant. Donc tu vas voir pas tant l'injustice entre les noirs et les blancs, elle est délirante, mais en fait, si c'est pas ce qui te touche vraiment profondément, c'est pas ce sur quoi tu dois travailler, quoi. Ah ouais, je suis persuadée que, ouais. C'est hyper intéressant. Pour garder des forces dans le combat, il faut que ça parte du ventre, pas de la tête. Ok. Et du cœur, bien sûr, mais du ventre. Je pense qu'il faut que ce soit viscéral. Mais putain, j'en veux plus, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois, ça pour moi, ça doit partir, c'est viscéral, quoi. Donc pour moi, il y a ce travail-là, c'est que ce que je veux plus, soit que je veux plus vivre, soit que je ne veux pas que mes enfants vivent, soit que je ne veux plus imaginer sur Terre. Soit, voilà. Il est où l'irritant? Mais l'irritant grave, pas le bouton de moustique, quoi. Hein, l'irritant grave. Le truc qui te... Voilà. Ça, pour moi, on a le rôle d'être en conscience de ce qui nous meurtrit, de ce qu'on laisse faire, de ce avec lequel on n'est pas d'accord, de ce qu'on voudrait. Tu vois, c'est tout ça. C'est des nuances, hein, c'est notre arc-en-ciel individuel. Ça, pour moi, il y a un travail. Donc ça, chacun a un job. Parce qu'on peut pas le faire. Tu peux pas le faire pour toi, tu vois. Et toi qui es éperdument amoureux de ta femme, elle peut pas le faire pour toi. Et tu peux pas le faire pour elle. C'est moi, avec mon histoire, avec mes propres petits traumas ou gros traumas, qu'est-ce qui est insupportable, qu'est-ce qui serait l'idéal, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux vraiment pas. Enfin, il y a tout ça. Et puis, après, donc ça, c'est un vrai rôle de clarté individuelle, de conscience. J'aime bien ce que dit, j'aime beaucoup ce que dit Sandrine Roudot, qui est sur se désaliéner de ses liens. Sandrine Roudot, elle a fait un très joli podcast avec Mathieu Baudin d'Entité Avenir que nous arrivons. Et vraiment, il y a beaucoup de travail sur le lien qui aliène. Et puis une fois qu'on commence à voir plus clair sur mais au fond ça je suis vraiment pas d'accord, ça me fait après on est dans quel moment de vie d'abord, parfois tu es dans un moment de vie, tu as des enfants, tu as un boulot, tu as des emprunts, enfin des moments de vie, tu pas la place en plus d'aimer tes enfants, de les aider à grandir dans un monde compliqué et puis d'aller passer tes soirées. Donc tout va bien et il y a pas à culpabiliser. Mais il y a des moments de vie où on a des poches de temps où on a le besoin d'aller participer à partager ce qu'on ne veut plus et donc à mettre en place des idées pour ce qu'on voudrait, quoi. Donc réécrire les jours heureux. Par exemple, sur son gros bouton de moustique. Tu m'avais parlé des trois possibilités pour changer le monde de Joanna Macy, qui étaient... il me semble, bloquer, créer ou changer l'existant. Comment ça marche? C'est que tu identifies justement ton fameux bouton de moustique et ensuite tu dis est-ce que je vais bloquer, créer ou changer?
Alors, je me rappelais plus du tout d'avoir parlé de ça, mais figure-toi que cette figure du travail qui relie est morte cet été. Et Ah, donc, je suis très contente que tu appelles son âme avec nous. incroyable. Voilà, elle fait ce travail qui relie, en effet, dont je suis pas du tout spécialiste, donc j'en parlerai mal. Mais en effet, il y avait il y a un travail qu'elle a proposé, qui est très relayé, qui se fait maintenant beaucoup en France et ailleurs, bien sûr, euh, qui est en effet sur d'abord la prise de conscience et puis l'émotion, tu vois, qui va avec, et puis progressivement changer d'espace pour se mettre en action. Encore une fois, je renvoie plutôt à ce qui est écrit par elle et par d'autres. Je venais de le dire. De Johanna Messi, mais c'est de ces figures très inspirantes qui est partie cet été. On pense à elle, on peut dire. En tout cas, je suis contente d'avoir son parrainage un peu. En tout cas, qu'elle soit avec nous, voilà. Donc, ce serait quoi le conseil là, à celui qui dit j'ai une poche de temps, qu'est-ce que je fais j'ai même pas forcément de gros boutons, mais qu'est-ce que je fais? J'ai envie de me mettre en mouvement. C'est quoi, toi, ton Alors, conseil? si t'as pas une grosse colère, d'abord, regarde si t'as pas un truc qui est insupportable pour toi. Si tu lis des livres, si tu regardes des journaux, bon, ça fait longtemps que je le fais plus, donc, mais voilà. Quand tu écoutes la radio, c'est quoi les grosses colères? Regarde si t'en as. Si t'en as pas, et c'est OK, regarde, et si tu n'en as pas, en effet, eh ben, regarde ce que font, va sur Internet et regarde ce tout ce que font les associations et vois à quel moment, tout d'un coup, tu te sens appelé. Et peut-être ça peut durer plusieurs mois, on s'en fout. Cherche ce qui te fait vibrer et donc te dis: «Ah ouais». C'est vraiment, j'ai une copine qui me racontait qu'elle allait lire des histoires pour enfants il y a pas très longtemps et c'est incroyable comme ça m'a fait vibrer. Je me suis dit: «Ah mais la prochaine fois, je t'accompagne». Tu vois? Elle a lié qui, cette histoire pour Elle lit des histoires pour enfants dans les écoles, tu vois? Donc ça, on n'a pas l'impression de changer le monde avec ça. Et moi, en fait, je me rends compte que ça connecte tous mes neurones sur comment je sème d'autres graines. Donc, tu vois? Donc en parler, oui, mais pas à tout le monde. Surtout pas en parler aux gens qui, si tu as une poche de temps, les gens autour de toi peuvent peut-être s'inquiéter, c'est peut-être parce que tu es au chômage, je sais pas quoi. Surtout pas aux gens qui veulent te rassurer, surtout pas aux gens qui veulent ton bien malgré toi. Juste, tu écoutes ce qui vibre et tu prends ton temps pour trouver, et c'est OK de prendre du temps. Et à un moment donné, de faire parler les gens sur tiens, toi, tu fais partie d'une asso, ou tiens, toi, tu donnes ton temps à quoi. Bah, et puis voilà. Et puis, il n'y a rien de culpabilisant de ne pas le faire, parce qu'à un Tout à moment fait, donné, on ne peut ouais. pas le faire. Et on peut planter des graines à travers un exemple, à travers une phrase, à travers des actions de tous les jours, quoi. C'est pas une obligation. C'est drôle ce que tu dis, parce que il y a je n'ai plus, je ne suis plus de cette génération de gens qui, donc génération de sous moi, qui ont une grande tendance à dire: moi, je cherche l'impact. Et moi, je cherche pas l'impact. Ouais. En fait, je n'ai aucune idée de ce que de qui est touché par ce que je fais. Je n'en ai aucune idée. Et en fait, quand j'ai dit je m'en fous complètement, bah ouais, en fait, parce que moi, il y a des gens qui ont dit des choses qui m'ont beaucoup touchée, ils peuvent pas le savoir, et c'est pas forcément des gens connus, et c'est pas forcément, tu vois, je veux dire, il suffit d'avoir réveillé une personne sur un truc, euh, et faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait une lumière pour lui. Ben voilà. Donc, moi, je cherche pas l'impact. Ouais, tu Tu vois. cherches pas l'impact, mais tu irais pas travailler pour un fabricant d'armes. Enfin, Ah non, non, c'est très différent. Quand je cherche l'impact, c'est quand ceux qui le disent dans la cherchent partie la prof. quantité. Tu vois, quand ils disent Moi je je cherche pensais dans le l'impact, monde pro, notre génération elle est très ah ouais, moi je veux faire de l'impact, c'est parce que je veux pas que mes actions et que je veux pas passer 40 ans de ma vie à travailler 5 jours par semaine bien sûr. pour une cause qui est plutôt mortifère, quoi. Bien sûr. Mais ça Ce qui est moi, déjà une première étape. j'ai toujours eu ça. Donc, Oui, oui. c'est vrai que je suis toujours partie quand ça faisait plus de sens pour moi. C'était avec Mais toi ça c'est humain, en fait. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup changé de boulot. Dès que le nouveau dirigeant faisait pas les phrases... ne dessinait pas un projet dans lequel je me sentais grandir, je lâchais. Enfin, donc bien sûr. Mais tu vois, c'est l'impact au niveau quantité ouais, dont je parlais. je comprends. Et je suis tout à fait d'accord que c'est les graines
que tu plantes ou c'est même les retours 10 ans plus tard de quelqu'un qui te dit je t'ai dit ça ou toi recroiser quelqu'un que t'as vu tu te dis mais attends mais tu sais pas juste là comment tu m'as changé la vie juste parce que t'avais fait ça ce jour-là c'est Complètement, c'est vrai que c'est fort. Bah, c'est surtout que ça libère, quoi. T'es plus en train de te dire il y a combien de personnes qui m'écoutent. Non, ça libère, quoi. Ça c'est voilà. Moi, mon école, en tout cas, mon objectif, moi, c'est comment je suis de plus en plus alignée, de plus en plus authentique, de plus en plus juste. Parce que je pense que c'est comme ça que les talents que j'ai, comme toi tu en as et comme chacun en a, ont plus de chances d'émerger, quoi. Et c'est pas pour faire émerger les talents, c'est que nos talents sont des chances qu'on a pour nous aider à véhiculer les idées qu'on a, quoi. Donc tu vois, c'est pas du tout. Donc c'est pas une quête d'ego, c'est une quête de réalisation personnelle. C'est incroyable parce que t'as utilisé les mots. Enfin, t'as pas dit Enfin, t'as utilisé les mots alignés, justes et authentiques pour décrire. Et moi, on peut en parler de changer le monde, tu vois, dire mais comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon impact positif. Et en fait, t'as ramené soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est la phrase classique de Gandhi. Mais c'est marrant parce que je t'entendais, je disais ouais, mais en fait, c'est tellement Gandhi, elle a trop raison. Enfin, faut commencer par se changer de soi-même. Et t'as dit authentique, aligné, juste. C'est beau. Moi, je pense que c'est beaucoup. En ce moment, il y a beaucoup de bashing sur le développement personnel. Alors, c'est vrai que j'aime pas le mot développement personnel. Moi, j'utilise plutôt cheminement personnel. Bon, mais on s'en fout, hein. Moi, je n'ai pas du tout de bashing là-dessus. Je trouve que vraiment, il nous importe à chacun d'élever notre niveau de conscience, quoi. Notre travail d'humain, c'est de se réaliser pleinement. Donc, de faire marcher les talents qu'on a, de retravailler les travers qu'on a pour voir ce qu'ils nous disent, pourquoi ils sont là, et comment on peut les faire taire, comment... tu vois, et c'est pas du tout... Oui, je pense que le travail, alors c'est pas un travail égotique sur de me connaître de mieux en mieux pour être de plus en plus stylé. Ouais. Ça dépend de le récit et l'intention. C'est vrai, on vient en récit, quoi. Est-ce que ton récit, c'est je fais du développement personnel pour gagner un max d'argent, pour faire ce que je veux, ou est-ce que c'est parce que je pense que c'est mon chemin et pour avoir un bon impact dans le monde, quoi. En tout cas, pour moi, c'est un moyen. Ouais, c'est un moyen. Pour laver les scories qu'on a tous, quoi. On vient au monde avec des scories, quoi. Tu vois, donc il faut laver ça. C'est un travail de... Tu pollues les autres si tu te laves pas. Tu vois, mais il s'agit pas d'être content de ce que tu as lavé. Une fois que tu as pris ta douche, on s'en fout, c'est parti. Tu vois, quand tu as pris ta douche émotionnelle, ta douche physique, ta douche énergétique, enfin, on s'en fout de l'eau qui est partie. T'es pas censé être fier de toi. Mais non, t'as juste fait ton boulot d'humain, quoi. Donc pour moi, c'est un changement il nous appartient d'être de plus en plus en conscience de notre empreinte, de notre pouvoir, pas sur, mais avec les autres, les choses, tu vois. Et notre impact sur, par contre. Légèrement, on a un impact sur les autres, tous les gens qu'on croise, quoi. Ouais, mais encore une fois, ça, moi, c'est pas là-dessus que j'ai envie de monter en conscience. C'est surtout en justesse sur ce que j'aimais. Ok, je comprends. Ce que les autres reçoivent, ça leur appartient. Ouais, je comprends. Moi, que ce que j'aimais. Est-ce que j'aimais une longueur d'onde, une couleur? C'était ce que je voulais dire par mon impact sur les autres. C'est déjà qu'est-ce que j'envoie, qu'est-ce que j'aimais, comme tu dis. Et c'est marrant parce que moi, dans les utopies que j'ai, il y a ce truc-là de je me dis, rêverais vraiment que dans 60 ans, mes enfants, mes petits-enfants disent, j'étais en cours de développement personnel aujourd'hui, on a appris ça, j'ai compris mes peurs, ça y est. Et ça, tu vois, ça c'est un truc qui me donne de l'espoir dans la vie. Je peux te poser une question ? Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à travailler justement sur les imaginaires et les récits ? Alors, on m'a pas poussé. Qu'est-ce qui t'a guidé ? Rien ne m'a poussé. J'ai souvenir d'un truc qui peut paraître bizarre ici, qui a été comme une place du village pour moi. Tout d'un coup, tous mes petits fleuves arrivaient au bon endroit. C'était en 1993, l'arrivée de Bruno Perron c'était pas un Vendée Globe, c'était le trophée Jules Verne. C'est l'époque où je faisais beaucoup de bateaux.
Donc moi, mon monde était... Je lisais beaucoup sur le bateau, je suivais, tout ça. Et voilà. Et tout d'un coup, Bruno Perron réalise ce temps, donc inférieur à un tour du monde en 80 jours. Trophée Jules Verne. Alors, il y a eu ça. Et puis, donc bien sûr, après, il a eu beaucoup de médias et il a commencé à dire mon prochain projet, ce serait un bateau plateforme pour faire de la pédagogie, de la transmission. Peut-être je déforme d'ailleurs, mais c'est le souvenir que j'en ai. Moi, j'ai souvenir à ce moment-là d'avoir une espèce d'eureka. Il y avait l'exploit de l'homme, avait rencontré la fiction d'un mec qui était mort depuis bien longtemps. Et ses projets, à partir de cette nouvelle lumière qui était sur lui, étaient sur de la transmission et de la sensibilisation à l'environnement. Je suis pas sûre que ça puisse faire sens pour quelqu'un, ce que je raconte, mais moi, ça a été un eureka. Je venais de partir d'un gros groupe dans lequel j'avais des responsabilités, on m'en avait proposé plus et j'avais dit non parce qu'il y avait eu un changement de dirigeant, que ça ne faisait plus aucun sens pour moi. J'étais persuadée de partir pour refaire la même chose que je connaissais. Et puis tout d'un coup, il y a ça. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. Je veux écrire des histoires pour les enfants de sensibilisation sur la nature et l'environnement. C'était en 93, à l'époque où il y avait le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, lui, sa logique, c'était apprendre des choses aux enfants, les rendre plus intelligents, quoi. Plus la tête, quoi. Et moi, je disais, moi, je veux y aller avec le ventre. Je veux que les gamins, en lisant les histoires, ils aient de l'empathie pour le koala, pour le nid aux hirondelles, pour le je sais pas quoi. Et donc j'avais rencontré quelqu'un dont on ne parle plus aujourd'hui, mais que moi j'ai beaucoup aimé rencontrer, c'était Nicolas Hulot. Et Nicolas Hulot, il avait une vie qui était tellement incroyable que je suis arrivée et je lui ai dit, mais vous avez une matière folle, moi je vous propose d'écrire des histoires complètement fictives pour des enfants, mais qui se nourrissent d'un certain nombre de rencontres que vous avez faites. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque, Nicolas Hulot ? Il avait fini au Ushuaïa et il faisait Opération Okavango. Opération Okavango, c'était une année par continent pour mettre aux yeux du grand public les merveilles de ce continent. Donc lui, c'était vraiment sensibilisé par le beau. Et il faisait des choses plastiquement qui me touchaient beaucoup. C'était très beau, quoi. Et donc, du coup, voilà, j'avais écrit les histoires de Nicolas et Romarin. Romarin, c'était le petit personnage fictif que je mettais dans des situations diverses et variées du quotidien d'un petit bonhomme. Et le grand, c'était un parrain, un oncle, un grand copain. C'était le Nicolas qui s'inspirait des histoires de Hulot. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, voilà, ça a été mon eureka à cette période-là. Et depuis, j'ai fait plein de choses, mais c'est toujours resté mon sillon, quoi. J'avais trouvé mon sillon. C'est marrant, hein. C'est beau. Un mec qui gagne, qui remporte le trophée des Jules Verne. Tu te dis, mais attends, Jules Verne, il a écrit ça, c'est fou, quoi. Ok, merci beaucoup. C'est une belle, c'est chouette comme histoire. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir ? Quels signaux on avait parlé, on avait vu ça en mode les éléments à la marge qui te donnent de l'espoir, mais qu'est-ce qui, malgré, on a parlé de Trump, on a parlé de tout ce qui se passe, tout le bordel, mais qu'est-ce qui te permet de garder ce sourire que tu as depuis le début ? C'est de voir toutes ces bonnes idées, ces projets, ces trucs incroyables qui émergent. Hier, par exemple, j'ai été à un atelier. Je connaissais personne, on était 25 personnes. J'y suis allée juste parce que c'était designé par 2 coachs, dont l'un s'appelle Florent Duchesne, c'était un pote. Et depuis le début, j'arrive pas à suivre ces ateliers et tout. Et là, coup de bol, je pouvais le faire. Et donc, j'y suis allée, mais vraiment persuadée que sa sensibilité donnerait lieu à quelque chose de riche. Son atelier, leur atelier, puisqu'ils sont 2, ça s'appelle la danse du temps profond. Ça s'inspire de la marche du temps profond, tu sais, qui refait l'histoire de l'ensemble de la Terre depuis ces 4,5 milliards d'années. Donc on voit tous les soubresauts de... C'est une vidéo, c'est quoi ? La Terre. Non, c'est la marche du temps profond, c'est des ateliers que tu peux faire, tu marches... Je les mettrai en lien aussi. Je crois que c'est 1 minute par kilomètre, et tu marches un certain nombre, tu vois, et tu refais l'ensemble de l'histoire de la Terre, et tu vois l'homme arriver... sur les dernières secondes. Ouais, sur ton dernier mètre. Et foutre la merde en dernier pouillème de secondes, quoi. Et
Et donc ça, c'est un atelier qui est fait par ces 2 coachs. Donc c'est un atelier de danse avec une bande son de folie. Tu vois, j'en suis ressortie pleine d'espoir, quoi. Bouleversée, très touchée, mais bon, voilà. Mais parce que c'est profond, quoi. Mais c'était passionnant, quoi. Donc voilà, ça me donne de l'espoir. Ce matin, j'étais à l'enregistrement d'une conférence faite pour des jeunes qui sont dans les sphères de la police judiciaire jeunesse. Donc, ce sont souvent des jeunes Un peu délinquants. ou des jeunes délinquants ou des gens qui sont. Et donc, c'est une conférence qui était organisée par notre amie commune Déborah Lebloas et qui les faisait rencontrer François Hollande. Donc, ce sont des jeunes que notre système ne valorise pas. Et tout d'un coup, ils étaient en face d'un ancien président de la République à qui ils pouvaient poser leurs questions de qu'est-ce qui vous a permis d'y croire, comment vous êtes engagé, c'est quoi vos meilleurs souvenirs, est-ce que vous avez une anecdote, c'est quoi la pire décision que vous avez posée. Pendant 3/4 d'heure. Tu vois, moi j'en sors, je me dis, waouh, il se passe vraiment des belles choses. Quoi. Ouais. Donc ça me remplit d'espoir, ça. Okay. Je vais faire quelque chose que je fais très rarement, être un peu pessimiste. Parce que je suis d'accord, j'ai cette croyance qu'en fait, il y a plein de petites choses, comme tu dis, à la marge, des gens qui me racontent « Ah ouais, t'as fait ça, ok, en fait, toi, tu vas dans un chantier éducatif. » Et donc, de plus en plus, il y a plein de petits... des éléments à la marge, des signaux faibles où tu te dis « Ah, on va dans la bonne direction. » Mais parfois, j'entends des histoires d'il y a 50 ans, d'il y a 100 ans, et je me dis « Mais en fait, à l'époque aussi, il y avait des trucs à la marge. » Et je me dis pas que, ça y est, on a déjà fait beaucoup de chemin en 50 ans ou 100 ans. Donc, est-ce que tu penses que aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus et que naturellement, ça va prendre de plus en plus de place et ça va créer un demain potentiellement avec un monde un peu plus juste, un peu plus conscient. Est-ce que tu arrives à ne pas rester pessimiste en disant en fait, ça fait 100 ans ou 200 ans que les gens ont des bonnes idées et qu'il y a une partie de la société qui fait n'importe quoi et qui est hyper égoïste et l'autre partie qui fait son travail. J'ai parfois, de temps en temps, j'ai des petits moments où je me dis en fait, ça fait longtemps qu'on essaye. Hein. Non, je suis hyper pessimiste aussi, moi. Okay. Je suis grandement optimiste et hyper pessimiste. Je suis... le dernier discours de Trump à l'ONU m'a bouleversée. Ouais. Je me protège de plus en plus en écoutant de moins en moins parce que c'est terrible et le climat nous parle de plus en plus fort et les conflits sont... terrifiant. Les propositions de résolution de conflits sont tout aussi terrifiants. Non, la vie, elle n'est pas douce, elle n'est pas belle et on n'a pas gagné rien. Enfin, non. Je suis très, très réaliste. Je ne sais pas si c'est réaliste. Enfin, en tout cas, je suis très impactée par ces mouvements du monde qui sont super durs, hein, qui sont terribles. Il y a de terribles catastrophes, des millions de gens en mouvement, qui sont en fuite, qui n'ont aucun espoir. Voilà, c'est aussi ça. Voilà. Maintenant, je suis j'allais dire en devoir. Non, pas en devoir. Je suis engagée avec le fait que mon pessimisme ne peut rien faire advenir de bon et de désirable. Que mon pessimisme ne peut juste que ne faire fomenter des colères qui sont nombreuses en moi comme en d'autres. Ouais. Donc voilà, donc je choisis de switcher en conscience le plus souvent possible en me disant si je reste engluée là-dedans, c'est sûr qu'on fera rien et que en tout cas moi je ferai rien et qu'on fera rien. Donc tu n'alimentes pas ton pessimisme, il est réel, tu es réaliste, tu sais qu'il y a du mal et qu'il y a de la souffrance et qu'il y en aura encore. Et surtout j'essaye de rester informée parce que je peux pas dire tout ça est trop dur, je me mets la tête dans la terre pour pas l'entendre. J'essaye d'être réaliste, c'est important pour moi d'être une citoyenne engagée dans le monde d'aujourd'hui et pas dans le monde bisounours que j'ai envie de me construire. Hein. Donc, mais pour construire le monde bisounours, il faut... Je suis plutôt très au courant même, je lis la presse, je suis plutôt je suis beaucoup de médias indépendants et c'est pas les plus tendres, mais je switch avec vraiment, c'est vraiment cette volonté de switcher en disant ok, ça c'est
voilà, je suis parfois bouleversée, parfois meurtrie d'entendre des choses, quoi. Et après, on fait quoi? Ok. C'est beau, c'est une belle manière de le voir. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter une bascule ou un saut de conscience? Justement, tu parles de conscience depuis tout à l'heure. Un moment où tu dirais que ta conscience ou ta vision du monde, en tout cas, s'est vraiment radicalement transformée. Alors, il y a eu le passage que je t'ai indiqué. Ouais. Là, il y a eu une conscience écologique, moi, vraiment les années 93-94. Ça a été une conscience écologique. J'ai touché là du doigt la fragilité du système Terre. C'était nouveau pour moi, ça. Donc là, il y a eu une bascule. Après, il y a eu une autre bascule qui a été importante pour moi, c'était quand ma rencontre avec tout l'écosystème de l'Institut des futurs souhaitables. Donc c'est beaucoup plus récent, ça fait 7-8 ans, de voir beaucoup de gens en mouvement, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de projets. Et surtout, cette notion de futur souhaitable, elle a été très puissante pour moi, celle-là. C'est-à-dire qu'au début, futur souhaitable, je comprenais rien du tout. Je les avais rencontrés dans une boîte, dans une vie d'avant, puisqu'ils cherchaient, au moment de leur création, ils cherchaient des sponsors et ma boîte avait été OK pour les sponsoriser. Et je me rappelle de ma directrice qui me dit « T'as vu, c'est génial, l'Institut des futurs souhaitables ». Et moi, je disais « Mais de quoi ils parlent, ces gens-là? Ils sont barrés où ?» Enfin, je comprenais rien du tout. Et je les ai rencontrés quelques années après, et là, ça s'est imposé à moi en disant, je comprends pas tout, mais je sens qu'il faut que j'y aille. Et en fait, là, il y a eu une vraie bascule. C'est-à-dire que cette notion de futur souhaitable au pluriel, encore une fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un futur souhaitable, mais cette notion de, j'ai envie de voir advenir quoi? Donc, je le regarde à 10, 20, 30 ans, tellement loin qu'en fait, c'est irréaliste. OK, c'est très, très loin. Mais, tiens, tout d'un coup, j'arrive à dessiner quelque chose que j'aimerais vraiment, loin devant. Ah bah ça me donne une idée de la direction que je vais prendre. C'est déjà énorme. Tu vois, c'est un phare. Ben oui, Ouais. c'est exactement ça. C'est vraiment le phare, tu vois. Et tout d'un coup, je prends mon bateau. En fait, j'ai envie d'aller par là, quoi. J'ai plus envie d'aller à l'ouest qu'à l'est ou au nord qu'au sud. Enfin, peu importe. Tu vois. Et donc cette notion de futur souhaitable, elle a été très très éclairante pour moi. Et voilà, et d'écrire ces uchronies, donc ces contes de futur, avec, je l'ai fait pour 20 ou 22 intellectuels, ça a été jubilatoire. Okay. Jubilatoire. Tu m'avais déjà dit ça, je me rappelle. De voir des gens qui disaient, tiens, prenons cette idée, puis si on la met dans 20 ans, ça pourrait donner ça aurait changé ça dans le monde, et puis toi, ça m'a fait du bien, c'était incroyable. Donc là, ouais, ça aussi, ça nourrit mon espoir. J'allais dire, ça résonne hyper fort avec ce que tu as dit avant, en fait. Si tu mets ton pessimisme de côté, c'est parce que tu es aussi capable de... Parce que aussi, tu donnes beaucoup d'action et d'énergie au futur optimiste. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ce serait quoi une civilisation humaine dans un monde idéal dans 200 ans, allez, ou 500 ans, si tu veux vraiment te projeter très loin? Ce serait une civilisation avec des droits à égalité pour tous les vivants de cette planète. Ça serait donc un lieu où le politique et pas les politiques serait au service du vivant. Donc ce serait une civilisation où les jeunes seraient écoutés, nourris, tu vois, où on les ferait grandir plutôt que de les écraser de choses qu'on pense importantes pour eux. Voilà. C'est déjà énorme. Voilà. C'est déjà énorme. Merci beaucoup. J'ai 2 dernières questions qui sont Qui sont les personnes, toi, qui t'inspirent et pour quelles raisons? Pardon. Moi, j'ai beaucoup rencontré de gens qui m'ont inspirée. Et en général, j'ai essayé d'aller les rencontrer d'ailleurs. C'était beaucoup plus simple comme ça. Ouais, j'ai adoré rencontrer Jean-Louis Etienne, j'ai adoré rencontrer Hulot, j'ai adoré rencontrer Wubbo Ockels, qui était un spationaute hollandais avec lequel j'ai travaillé à un moment sur de la recherche pour l'agence spatiale en tant qu'architecte sur le module de la station orbitale internationale. J'ai adoré rencontrer
des gens comme Jacques Quel. Jacques Quel, c'était un vieil architecte qui était membre de l'Institut des Beaux-Arts et qui projetait du béton sur des armatures métalliques qu'il faisait avec ses clients. Donc ça faisait des espèces d'anarchitecture complètement facile à habiter au lieu d'avoir des angles comme ce qu'on a aujourd'hui. J'ai adoré rencontrer... voilà, tout ça, c'est des gens qui m'ont... Ils avaient tous un point commun, c'était ils inventaient leur vie. Donc ça, déjà, je pense que ça m'a assez vite montré que, en fait, rentrer dans les clous, ça m'allait pas. Donc, inventer ma vie, rebondir, partir quand ça m'allait plus, c'était... Et puis, oser inventer ses projets. Aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui m'inspirent beaucoup. Une Michelle Obama, je la trouve précieuse au monde, dans combien elle est empowerment comme femme, sur la couleur de la peau, sur la féminité, sur le travail des femmes, sur la famille, sur l'engagement. Je la trouve assez inspirante. Plus près de nous, je vois une Anne-Sophie Novelle, c'est une journaliste indépendante qui crante, qui invente. Là, elle est en train de lancer un média indépendant, une revue locale. Et elle a participé à l'écriture du dernier film de Yann Arthus Bertrand. Et avant, elle avait fait un film sur les médias et moi. Enfin, je dirais, elle crante, elle avance, super inspirant. Et en même temps, elle est mariée, elle a des enfants. Des gens qui créent leur vie, quoi, qui Voilà, inventent et qui avancent. Laetitia Vito, si je prends des femmes très contemporaines. Deborah Lebloas. Qui sont Non, c'est vrai. Deborah Lebloas, bien sûr. Ouais. Tout ça, c'est des femmes qui œuvrent vraiment à un autre monde, avec qui elles sont. Elles sont pas à changer le monde, parce que en fait j'ai du mal avec ces mots. Elles sont en quoi j'ai envie, quel est le sujet sur lequel j'ai envie de faire changer les choses. Hein, ça, c'est très inspirant pour moi. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais qu'on invite quelqu'un d'autre à ce micro qui ferait sens avec le thème de changer d'air? Eh ben tu vois, Anne-Sophie Novelle. Je trouve que Laetitia Vito, Delphine Blumreau, qui est en train de prendre des responsabilités à l'Institut des futurs souhaitables. Voilà, tout ça, c'est des femmes que je trouve très inspirantes. Il y a aussi la directrice de l'incubateur Willa. Oui, dont tu me parlais tout à l'heure. Flore. Des femmes. On essaye d'en mettre un max. Jusque-là, on tient à peu près à la parité. Bon, il y a plein d'hommes, plein de mecs que j'admire, mais le micro est vite tendu vers eux, c'est pour ça. C'est bien, t'as raison. Est-ce que tu veux dire un dernier mot aux auditeurs? Un dernier mot, oui. Je pensais à une citation que j'ai adoré entendre et que j'avais envie de partager. C'était « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus puisse changer le monde. En fait, c'est même toujours comme ça que le monde a changé. » C'est Margaret Mead qui l'a dit, qui était la femme de Gregory Bateson, enfin la compagne, elle a eu une vie plurielle elle aussi, de Gregory Bateson, donc c'est vraiment à l'école de Palo Alto, anthropologue je crois, mais en tout cas j'adore ce côté de ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus puisse changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Alors moi qui veux pas changer le monde, c'est assez antinomique. J'allais dire, tu viens de dire. mais la phrase est... Non, mais c'est très parlant. La phrase est belle. La phrase est belle. Ça vient des petits îlots et c'est de ça qu'émerge le nouveau. Exactement. J'avais aussi cette phrase que je trouve très belle de l'historien conférencier Rutger Bregman qui dit « L'incapacité d'imaginer un monde où les choses seraient différentes n'indique qu'un défaut d'imagination, pas l'impossibilité du changement. » Et c'est en ça que l'Institut des futurs souhaitables ça résume un peu tout ton travail sur les récits. Ouais, merci beaucoup pour ce mot de la fin, Carole, merci. Merci beaucoup. Merci Clément. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi. Tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.